Arnaud Boiniche est un grand spécialiste de Bergson, auteur d'un livre intitulé Bergson, une philosophie de la nouveauté, paru chez Ellipse en 2022. Actuellement, il est professeur de philosophie en classe préparatoire et chargé de cours à Sorbonne Université. Il est également trésorier de la Société des Amis de Bergson. Trésorier, secrétaire. Voilà, j'allais dire. C'est toi Je te qui es refile le bébé en fait. secrétaire. Voilà, c'est ça. Secrétaire de la Société des Amis de Bergson. Accès à l'argent. Ses travaux actuels portent sur la thématique de la naissance, tout en s'éloignant quelque peu de l'aspect vraiment historique de l'histoire de la philosophie pour s'intéresser à la recherche empirique et clinique contemporaine sur la sensorimotricité du nouveau-né. Et sa présentation aujourd'hui va exposer l'inspiration bergsonienne de ses recherches sur la naissance. Et le titre que tu nous as donné est Penser la naissance avec Bergson aujourd'hui. Voilà, je te Mer- laisse la parole, Arnaud. Merci infiniment. Vous m'entendez bien? Tout va bien? C'est bon? Alors, en effet, Penser la naissance avec Bergson aujourd'hui, le titre de mon intervention. Bonjour à toutes et à tous, avant toute chose. Merci de votre présence et de votre écoute. Merci beaucoup à Mathilde pour la présentation, à Katerina également pour l'introduction et à Povilas aussi pour l'organisation. Je suis désolé de n'avoir pu assister jusqu'à présent aux interventions et notamment ce matin comme je l'avais initialement prévu, mais j'ai eu un conseil de classe qui s'est déplacé au dernier moment et voilà, qui m'a empêché de pouvoir être présent comme je l'aurais voulu et de pouvoir écouter ce matin les interventions. La période est vraiment très très chargée, mais bon, j'imagine comme tout le monde, mais ça c'était vraiment un contretemps que je regrette beaucoup. Et pour enchaîner directement, donc j'ai 30 minutes, hein, c'est ça à peu près, C'était justement ce que j'étais en train d'écrire sur le chat parce que je oui, ne voulais voilà. pas t'interrompre, mais j'en profite. Non, non. Vous avez tous les deux d'ailleurs, enfin, mais du coup toi aussi, 25 à 30 minutes de parole, ce qui nous laisse Oui, 15 à pour 20 laisser du temps pour minutes. la discussion. D'accord, oui, merci beaucoup. C'était juste une précision parce que mon chronomètre est parti et je voulais vraiment être sûr du temps dont je disposais. Voilà, le temps, c'est important pour Bergson et le temps mesuré en particulier pour pour un colloque ou pour une intervention. Et donc pour ne pas déborder et pour laisser en effet la place aux discussions. Donc comme je le disais et pour entrer un peu plus dans mon propos d'aujourd'hui, je suis très heureux de parler aujourd'hui de la naissance et de le faire dans ce cadre-là en relation à Vilnius, puisque comme Povilas, que je salue et que je remercie aussi, le sait, j'ai eu l'occasion d'être sur place à Vilnius pour une intervention sur la naissance. C'était déjà en 2019, donc ça fait déjà un certain temps que je travaille sur ce sujet, comme j'aurai l'occasion de le dire tout à l'heure. Alors, dans un premier temps, donc et pour introduire mon propos, je dirais, je partirais d'une formule que tout le monde connaît, qui est une phrase, plus exactement, du début de La pensée et le mouvant, hein. Au tout début de La pensée et le mouvant, c'est sa toute première phrase, Bergson déclare ceci, qui compte sans doute parmi les formules de son œuvre le plus souvent citées. Je le cite, ce qui a le plus manqué à la philosophie, c'est la précision. Dans cette brève intervention, je voudrais expliciter ce que serait faire de la philosophie aujourd'hui avec Bergson en s'attachant méthodologiquement à ce principe de précision. Et cela à partir de mon objet de recherche actuel, ce qui me conduira à formuler in fine hein, ce que peut vouloir dire penser en dialogue avec Bergson, ce que peut vouloir dire ici dialoguer avec lui et en particulier faire dialoguer deux penseurs ou deux auteurs comme il en sera question tout à l'heure dans mon troisième temps, dans mon troisième moment. Avant de commencer et d'entrer dans le vif de mon sujet, je souhaiterais délimiter un peu mieux les contours de mon propos en précisant ce qui sera abordé et ce qui ne le sera pas. Mon objet de recherche actuel est indiqué, en effet, par le titre de mon intervention, c'est la naissance. La naissance humaine. Qu'est-ce que j'entends par naissance? Très rapidement, et pour le dire de manière littérale, hein, le commencement de la vie en dehors de l'organisme maternel. Ou, pour le dire de manière plus métaphorique et plus phénoménologique, le moment de l'apparition d'un nouvel être dans le monde. Or, c'est un fait que Bergson, comme la plupart des philosophes,
ne s'est guère intéressée à la naissance en tant que telle et pour elle-même. On trouverait bien ici ou là quelques mentions, quelques occurrences, d'ailleurs l'une au début de la pensée le mouvant dans la page que je citais à l'instant. On en trouve quelques-unes également dans La conscience et la vie, sur la mère qui donne naissance à son enfant, mais il se trouve que la naissance en tant que telle, voilà, n'a pas été un thème de réflexion ou un objet direct pour Bergson, contrairement au vieillissement, hein, qui, lui, au contraire, se voit développer un peu plus largement, et notamment dans un passage assez décisif de l'évolution créatrice, et comme un fait vital fondamental. Néanmoins, la question de la naissance, hein, ne serait pas sans lien possible avec l'œuvre de Bergson, en particulier à travers la dimension, comme on sait, centrale chez lui, du temps et plus particulièrement de la nouveauté. Puisque effectivement, c'était déjà l'objet d'un travail qui remonte à un certain temps, un travail de thèse, donc, qui a donné lieu à une publication, à la publication d'un livre, Bergson, une philosophie de la nouveauté. Autrement dit, pour le dire comme j'ai coutume de le dire parfois, hein, je suis passé de la nouveauté au nouveau-né, hein, selon une trajectoire qui serait susceptible d'être explicitée. Mais ce qui m'arrêtera ici, c'est autre chose, hein. C'est une question d'ordre non pas thématique, mais plutôt méthodologique. La question que je voudrais me poser, à titre de point de départ et pour conduire à ce dialogue avec Bergson, ou ce dialogue de Bergson, avec d'autres questions, avec d'autres champs du savoir, avec aussi plus particulièrement un autre auteur, hein. La question que je voudrais me poser, c'est que doit mon approche de la naissance à la philosophie de Bergson? Que doit, même inconsciemment, cette approche de la naissance que j'essaye d'envisager à ma lecture de Bergson? Pour le dire d'emblée, ce n'est cependant pas sur ce plan que je voudrais considérer ce dialogue avec Bergson, même si, à bien des égards, on pourrait aussi le concevoir à partir de là, mais cette entrée en matière méthodologique, je dirais, m'introduira plutôt à la question du dialogue, plutôt qu'elle ne posera cette question d'un dialogue, ou en tout cas plutôt qu'elle ne pointera un dialogue possible avec Bergson. Pour autant que ce que je dirais, c'est qu'un dialogue suppose deux voies distinctes. Et mon rapport à la méthode de Bergson est plutôt du registre d'une influence, même inconsciente, hein. Je n'ai pas eu le sentiment de faire quelque chose comme une application de Bergson ou l'application d'un bergsonisme. Mais pour le dire très simplement, ce n'est que dans mon troisième moment, tout à l'heure, que je ferai intervenir cette question d'un dialogue avec Bergson et que surgira ce dialogue avec Bergson. En effet, alors j'indique très brièvement les trois temps de mon intervention. Donc, dans un premier temps, je partirai de quelques points, selon moi, saillants, mais néanmoins bien connus, hein, concernant la méthode préconisée par Bergson en philosophie, à savoir celle d'un empirisme. C'est comme ça qu'il euh, nomme son effort philosophique, un empirisme soucieux d'ajuster sa démarche et ses concepts aux articulations du réel, aux articulations fines du réel, sous la contrainte des faits. C'est comme ça que Bergson conçoit sa philosophie, et comme ça qu'il conçoit la métaphysique, hein, comme une métaphysique positive ou empiriste, ou comme un empirisme métaphysique. Puis, dans un deuxième temps, je montrerai ce que peut alors signifier d'appliquer cette orientation à l'étude de la naissance, ce que peut vouloir dire de prolonger cette orientation à travers un objet qui n'a pas été directement celui de Bergson, et tâcher de dégager aussi ce qui résulte philosophiquement de cette application de la méthode bergsonienne en philosophie. De là, je soutiendrai dans un troisième temps, hein, que ce résultat, je dirais, hein, concernant la naissance pensée à partir de Bergson, eh bien, à partir de là, je montrerai qu'elle ouvre, qu'une hypothèse est possible, qui ouvre sur un dialogue possible de Bergson avec un auteur qui, à ma connaissance, n'a pas lu Bergson, dont l'œuvre lui est postérieure et qui, pour couronner le tout, n'est pas un philosophe, à savoir le célèbre pédiatre et psychanalyste Winnicott. Voilà, donc le dialogue, hein, que je voudrais envisager et à quoi mes deux premières parties vont comment dire, introduire, c'est un dialogue entre Bergson et Winnicott. Trois points donc pour résumer, hein, et je les indiquerai à chaque fois au passage pour que les choses soient claires.
empirisme, naissance, Winnicott, hein. C'est les trois parties, voilà, simplement titrées et indiquées pour que mon parcours soit suffisamment clairement jalonné et, et que vous puissiez suivre de manière très simple et très claire. Je commence par mon premier point qui porte donc sur l'empirisme de Bergson. Bergson n'a cessé de revenir dans toute son œuvre sur la méthode, sur la question de la méthode en philosophie et en particulier sur la méthode qu'il a lui-même suivie dans sa tâche philosophique. Alors, il le fait d'abord explicitement dans chacun de ses livres, à partir de Matière et Mémoire. Il le fait ensuite et surtout dans La pensée et le mouvant, que je citais en commençant, et qui est à bien des égards ce qu'on a coutume d'appeler son discours de la méthode, hein, et en particulier pour les deux introductions hein, à La pensée et le mouvant. Et il le fait enfin dans un certain nombre de lettres et d'entretiens que je citerai, que je mentionnerai tout à l'heure. Des entretiens sur lesquels il revient souvent. Il a souvent l'occasion de revenir sur sa méthode en philosophie. Alors, cet enjeu méthodologique, il est absolument fondamental dans la pensée de Bergson, au point que il est même arrivé à Bergson de déclarer que chez lui, la méthode est plus importante que la doctrine, hein, que la méthode est plus importante que la doctrine. Alors, quelle est cette méthode? Si je veux en dire un peu plus et suffisamment pour introduire cette réflexion, cette recherche hein, sur la naissance qui s'appuie sur elle, il s'agit d'un empirisme vrai. Personne qualifie son empirisme d'empirisme vrai pour le distinguer d'un autre empirisme, l'empirisme qu'il critique, hein, l'empirisme associationniste, l'empirisme qu'il appelle aussi philosophique. Et pour le distinguer, voilà, il le nomme, il le baptise dans l'introduction à la métaphysique, page 23, il parle d'un empirisme vrai. Alors que faut-il entendre par là? Bergson le dit en des formules, euh, à mon sens, très fortes, dans un entretien, justement, avec Jacques Chevalier, daté de 1922, exactement contemporain des deux introductions à la pensée et le mouvant, entretien dans lequel Bergson précise que son exigence de précision lui vient de sa pratique assidue des sciences. C'est son expression, hein, sa pratique assidue des sciences, de laquelle il dit encore tirer un attachement alors je le cite, au vrai en toute chose. C'est un entretien qu'on retrouve dans les écrits philosophiques, dans la collection Quadrige, page 966. Hein, cet entretien avec, avec ces passages et ces formules sur la méthode. Alors que faut-il mettre au juste sous ce terme de précision? Alors, au sens où Bergson la comprend, la précision vaut comme un principe de soumission de la pensée au réel. Être précis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soumettre la pensée au réel. Et on sait que Bergson a commencé par être, dans ses jeunes années, avant la découverte de la durée, hein, par être mécaniste, hein, admirateur de Spencer, et qu'au départ, il ne voulait que vérifier les propositions du mécanisme, les vérifier dans tous les domaines du savoir, et il est tombé sur la durée, si j'ose dire, par hasard, hein, et la durée lui a, alors comme l'expression qu'il utilise dans l'évolution créatrice conviendrait ici, hein, lui a mis des bâtons dans les roues, et il s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas, que le mécanisme ne s'appliquait pas à la durée, que la durée résistait, et en particulier, elle résistait à sa mesure. Donc, c'est le point de départ de la philosophie de Bergson, et donc admirable de ce point de vue-là, c'est à son corps défendant que Bergson en est venu à reconnaître la durée. Il n'a aucune fascination pour le temps qui passe ou pour la durée, simplement, c'est sur ce point-là que sa pensée est venue buter, et voilà comment on peut traduire très concrètement ce que veut dire tout à coup que penser sous la contrainte des faits, ou sous la contrainte de l'expérience, sous la contrainte du réel, et soumettre la pensée au réel plutôt que de soumettre le réel à la pensée. Si l'usage du mot précision est un usage est tardif hein, chez Bergson, il ne l'utilise pas tout de suite, hein, le principe auquel il renvoie est donc à l'œuvre chez lui très tôt et même dès l'origine. Voilà, comme je viens de... On peut dire que c'est en quelque sorte hein, déjà en acte comment dire, une manière comment dire, de commencer par la précision, justement, dès la découverte de la durée. Alors, dans le même entretien à Jacques Chevalier, justement, Bergson, qui revient à ses débuts que je mentionnais à l'instant, à ses premiers pas philosophiques, hein, il poursuit de la façon suivante: respectueux du vrai en toute chose, je le cite, j'étais bien résolu à soumettre ma pensée au réel au lieu de le soumettre, et n'étant moi-même mécaniste que par amour de la précision et de la rigueur, à plier rigoureusement ma théorie et mes méthodes elles-mêmes aux exigences des faits, en un mot, au réel. Et Bergson de conclure un peu plus loin: le but de toute notre recherche n'est-il pas de retrouver le réel, de modeler notre esprit sur lui, afin de tâcher de le comprendre? Alors, c'est ainsi
Fin de citation, hein, toujours dans la même page, dans les mêmes pages que je citais des écrits philosophiques dans l'entretien avec Jacques Chevalier, c'est ainsi que s'esquisse une certaine manière de s'y prendre pour faire de la philosophie, selon une démarche que Bergson oppose à celle de ce qu'il appelle les systèmes philosophiques, qui, dit-il, ne sont pas, c'est son expression, taillés à la mesure de la réalité où nous vivons. Ils ne sont pas taillés à la mesure de la réalité où nous vivons. C'est au début de la pensée et le mouvement, à la première page que je citais tout à l'heure en commençant. Ils sont ces concepts, enfin ces systèmes philosophiques, hein, comme du reste les concepts qu'ils forgent, hein, ils sont trop larges, c'est l'expression qu'utilise Bergson, ils sont trop larges pour elle, trop larges pour elle. Ce que Bergson vise à l'inverse, ce sont des concepts qu'il appelle sur mesure, qui s'opposent aux concepts raides et tout fait, c'est son expression également, ces concepts raides et tout faits qui sont ceux des systèmes philosophiques, et ces concepts sur mesure se présentent comme des représentations, ce qu'il appelle des représentations souples, mobiles, presque fluides. Donc Bergson, on le voit, ne renonce pas, comme on a tendance à le penser, mais bon, pas entre nous, mais disons parfois, comme on a pu l'entendre, Bergson ne renonce pas au concept du tout. Il propose, il invente un nouveau régime du concept. Il ne s'agit pas pour lui d'opposer à une réalité riche, multiple, toujours singulière et ineffable le concept comme idée générale et abstraite, hein, mais de produire à la jonction du concept et du réel des concepts singuliers. Je n'insiste pas sur ce point qui est un point absolument fondamental et difficile aussi quand on entre dans son exposition. Ce n'est pas mon propos aujourd'hui, mais je renvoie à l'excellent, très beau livre de Jean-Claude Pariente, Le langage et l'individuel, qui commence par un chapitre sur Bergson, Hésitation bergsonienne. Donc telle est la tâche de ce que Bergson appelle l'intuition. L'intuition, justement, elle-même est une connaissance qui n'est pas une coïncidence silencieuse avec le réel, mais c'est un effort pour produire une connaissance précise et ajustée aux choses. L'intuition est un effort pour rejoindre la réalité, mais c'est un effort d'intelligibilité, c'est absolument pas un renoncement à la rationalité, mais c'est l'expression d'une rationalité plus haute, hein, d'une rationalité justement temporelle qui sert le réel dans sa réalité temporelle au plus près. Et donc cet effort d'intelligibilité témoigne d'une rationalité qui n'est pas plaquée sur le réel, mais qui surgit de son contact, à son contact. Mais ce contact est une conquête qui résulte d'une familiarité et encore de ce que Bergson appelle une camaraderie avec les faits. Et cette conquête repose sur un travail d'accumulation de données empiriques tout à fait décisif et qui est décrit à la fin de son introduction à la métaphysique dans La pensée et le mouvement, page 226, où Bergson écrit à propos de cette accumulation de données empiriques qui est fondamentale du point de vue de sa démarche philosophique. Il ne s'agit pas, dit Bergson, simplement de s'assimiler les faits marquants, il en faut accumuler et fondre ensemble une si énorme masse qu'on soit assuré dans cette fusion de neutraliser les unes par les autres toutes les idées préconçues et prématurées que les observateurs ont pu déposer à leur insu au fond de leurs observations. Ainsi seulement se dégage la matérialité brute des faits connus. Fin de citation. Il est tout à fait remarquable dans ce passage que la matérialité brute des faits ne soit pas au début mais à la fin de ce processus d'assimilation d'informations effectué par le philosophe. La lecture est ici une opération d'information, de prise d'information, et vaut aussi dès lors qu'elle est conséquente, qu'elle est étendue, qu'elle est vaste. Elle vaut comme un opérateur, d'une part, de filtrage et de neutralisation des idées préconçues, et d'autre part, de sélection d'une singularité empirique. La force de cette démarche aux yeux de Bergson est qu'elle s'appuie sur le réel, mais sur le réel en tant qu'il est connu de manière rigoureuse, scientifique. Les thèses philosophiques avancées à partir de cette démarche ont dès lors une valeur empirique ou positive. Je cite Bergson, je reviens cette fois-ci à l'entretien avec Jacques Chevalier, c'est page 967. Je me suis imposé comme règle de ne jamais rien avancer dont je ne fus certain. Il ne suffit pas que j'en sois convaincu, il faut encore que ma conviction soit fondée sur des arguments positifs, découverts par moi et communicables. Sinon, je juge inutile d'exposer ce qui n'est chez moi qu'une opinion. Je ne dis que ce que je sais. Fin de citation. Mais justement, comment atteindre cette connaissance? Dans La conscience et la vie, Bergson évoque une image qui a valeur de concept méthodologique. C'est l'expression d'Arnaud François que je reprends ici. Une image qui a valeur de concept méthodologique en ce sens qu'elle indique une manière de procéder pour la recherche philosophique. Cette image fameuse est celle des lignes de fait, des fameuses lignes de fait qu'on trouve dans La conscience et la vie. De quoi s'agit-il? Eh bien, dans des régions diverses de l'expérience, il y a des groupes de faits différents qui, sans nous donner à proprement parler, et chacun de leur côté pris à part une connaissance, nous indiquent une direction où la trouver.
Bergson propose encore une image pour rendre compte de cette méthode toujours dans l'entretien avec Chevalier. Le réel m'apparaît comme une forêt immense, à travers laquelle le chercheur, pareil à un bûcheron, ouvre des avenues. Beaucoup de ces avenues aboutissent à des impasses. Mais il arrive quelquefois que deux d'entre elles se rejoignent, alors on y voit clair, et de cette convergence naît pour l'esprit le sentiment de la vérité. Fin de citation. Ce qui se dégage, et j'arrive à mon deuxième point, ce qui se dégage de ces quelques éléments, alors même j'ai essayé d'être précis, mais trop rapidement mobilisé au sujet de la méthode préconisée par Bergson en philosophie, c'est une manière de s'y prendre pour étudier de manière rigoureuse et précise un objet ou une question. Or, telle a été ma démarche, sans que cela soit conscient, j'en ai pris conscience rétrospectivement, hein, telle a été ma démarche pour aborder ce qu'on peut appeler le fait ou l'expérience de la naissance. Mon deuxième point, donc, il ne suffit pas de chercher à comprendre philosophiquement la naissance ou de vouloir faire une philosophie de la naissance. La question est de savoir quelle compréhension de la naissance on cherche à atteindre, quelle philosophie de la naissance on se fixe pour tâche d'élaborer, car il existe un certain nombre d'approches de la naissance, la plupart phénoménologiques, qui décrivent la naissance comme une origine, un événement, une ouverture, des métaphores en fait, hein. Dans la plupart des cas, il s'agit de viser la naissance de manière rétrospective et du point de vue de l'adulte, de viser le sens rétrospectif que la naissance prend pour l'adulte, selon un retard ou un écart constitutif de cette démarche. La question se pose alors de savoir si ce que l'on vise et ce que l'on pense à partir de là n'est pas une pure construction, coupée de l'expérience vive et vivante de la naissance. On pourrait formuler ici la tâche d'une compréhension rigoureuse, à l'inverse, de la naissance, en reprenant les termes de Bergson, conquérir au-delà d'un concept raide, un concept souple de la naissance, une compréhension moulée sur l'expérience, non pas une notion abstraite, mais une notion vivante de la naissance. Dans ce but, mon premier souci a été donc de m'immerger d'abord dans l'expérience réelle de la naissance, d'avoir une connaissance de la naissance, une connaissance directe, en multipliant les lectures de celles et ceux qui sont au contact direct de l'enfant qui naît, autrement dit du nouveau-né. Mais il est déterminant de préciser que ce contact en question, ce contact privilégié avec l'enfant qui naît, c'est celui de celles et ceux qui s'inscrivent dans un domaine du savoir de la première enfance. Ce n'est pas le contact immédiat sans connaissance et sans savoir, mais de ceux qui l'observent de manière rigoureuse, clinique, précise. L'anthropologie de la naissance et de l'enfance, la pédiatrie, la pédopsychiatrie, l'obstétrique, la psychologie du développement, psychologie des premiers liens, etc. J'en passe. Il s'agit donc du contact informé par un savoir, hein, qui m'a immédiatement happé et appelé. C'est alors qu'à la faveur d'un très grand nombre de lectures et sans thèse ou hypothèse préalable, sans idée préconçue, un domaine s'est détaché un fil conducteur qui s'est dégagé de lui-même au contact des faits, indiquant par là une direction dans laquelle chercher un sens de la naissance qui ne serait pas une construction de l'esprit, mais une articulation du réel ou une articulation de cette expérience. Ce domaine, c'est celui de la motricité néonatale. La conviction qui a en effet émergé, puis qui s'est affermie au fil de mes lectures et du temps, c'est que le sens de la naissance, ce que naître signifie, est donné ou plutôt joué par le corps de l'enfant qui vient au monde à travers les mouvements qu'il accomplit, et peut-être plus spécifiquement les mouvements dont il est capable de prendre lui-même l'initiative. Ce que l'étude minutieuse de la sensorimotricité natale révèle, c'est en effet que derrière les mouvements réflexes et la passivité manifeste du nouveau-né, à quoi on réduit souvent ce premier moment de l'existence, hein, eh bien, il y a de l'activité. De là ressort une image renouvelée de la naissance et un concept remodelé par le contact avec l'expérience, c'est que la naissance est moins du registre d'un événement, de l'événement, que d'un mouvement. Voici 3 lignes de fait, pour reprendre la terminologie de Bergson, hein, empruntées à 3 grands observateurs de la petite enfance qui ont été déterminants pour moi dans 3 situations différentes où à chaque fois, et de manière inattendue, de l'activité apparaît chez le tout petit enfant. La première ligne de fait, je l'emprunte à André Bullinger, hein, B-U-2-L-I-N-G-E-R, dans le développement sensorimoteur de l'enfant et ses avatars, où Bullinger montre que être porté, typiquement voilà, l'enfant qui naît est porté, eh bien, être porté suppose en réalité un état véritablement actif de l'enfant, une activité motrice inaperçue et pourtant bien réelle qui consiste en une série de ce que Bullinger appelle des mises en forme tonico-posturales, en vertu desquelles l'enfant apparaît comme co-acteur de son portage. Et il mentionne que les enfants à risque autistique sont justement décrits comme des enfants lourds parce qu'étant incapables de détecter les mouvements de l'autre qui le porte, eh bien, ils sont incapables de s'ajuster, de se synchroniser de manière tonique. Et donc, d'être actif dans ce portage qui est donc un coportage. Et il y a une formule c'est d'une pédopsychiatre qui résume ce point, que je trouve très excellent, hein, c'est Marie-Françoise Livoire-Petersen, peu importe son nom, mais enfin, pour le moment, elle dit la chose suivante: porter, le bébé se tient, hein, porter, quand il est porté, le bébé se tient autant qu'il est tenu, acteur d'une mise en forme garantie par autrui. Donc voilà, donc première chose, première ligne de fait, pour le portage. Deuxième ligne de fait, j'emprunte à une anthropologue qui s'appelle Élodie Razi, R-A-Z-Y, qui a travaillé sur la petite enfance au Mali et qui met en évidence, lors d'une observation, une sorte de bercement réciproque de la mère et de son enfant. Elle assiste à un bercement au cours duquel, justement, les gestes de tapotement
qu'elle applique sur le corps de son enfant, eh bien, connaissent simultanément un pendant du côté de celui-ci, du côté de l'enfant, qui se livre du coup en sens inverse à une sorte de bercement inversé, hein, qui transmet également à sa mère un ensemble de vibrations. Et l'auteur, en fait, mentionne que le schéma causal classique qui se déploie habituellement du berceur vers l'enfant perd ici toute pertinence, puisque l'enfant devient moteur également de son propre apaisement et de celui de sa mère. Donc il y a, voilà. Et là aussi, dans le bercement, on pourrait euh, poser comme une attitude passive, hein, il y a également une activité. La troisième ligne de fait, je l'emprunte, il y en aurait beaucoup, mais à la chercheuse en psychologie néonatale Émise Nagy, Nagy, qui a mis en évidence chez le nouveau-né d'à peine quelques heures, hein, 2 heures de vie, une véritable aptitude non pas seulement à détecter la présence de l'autre chez l'enfant qui naît, qui vient de naître, mais à provoquer une relation avec lui, hein. En particulier, elle a mis en place un petit protocole dans lequel elle s'est aperçue que l'enfant tout juste né, en réponse, est capable de provoquer une réponse d'imitation du mouvement de l'index au moment de quitter la personne qui est entrée en contact avec elle, une sorte de mouvement spontané du petit doigt que Émise Nagy interprète comme une invitation à réengager l'échange. Donc, quelque chose ici de l'ordre d'une initiative. À la lumière de ces 3 cas, et pour en revenir à Bergson, on constate tout d'abord le bénéfice et la fécondité de la méthode des lignes de fait, puisqu'on voit à chaque fois des chercheurs engagés sur des lignes d'observation indépendantes se rejoindre sur un constat voisin, à savoir une présence et une participation active de l'enfant à un âge et dans des situations où on s'attendrait à constater une passivité. Ainsi, averti ou informé chez l'enfant de l'existence à un âge précoce d'une activité sous la passivité, d'une activité inaperçue sous la passivité évidente, eh bien, un fil conducteur devient apparent, visible, qui nous permet de remonter ou de refluer vers la naissance elle-même pour y déceler peut-être, c'était mon hypothèse, cette même part active. Or, c'est bien ce que je trouve chez Winnicott, c'est mon 3e temps, où je trouve la déclaration suivante, c'est dans Le bébé et sa mère, page 71, en se tortillant, peut-être avait-il besoin de respirer, le bébé a fait, c'est vraiment did en anglais, did, il a fait quelque chose de sorte que de son point de vue, c'est lui qui a déclenché l'accouchement. Alors, avant d'en venir à ce qui peut relever, à mon sens, d'un dialogue entre Bergson et Winnicott, on peut commencer par pointer dans cette déclaration étonnante une double avancée au regard des analyses précédentes. Premièrement, il s'agit bien pour Winnicott, d'une part, de se placer à l'instant exact de la naissance, et non comme précédemment à sa suite, à la suite de la naissance, à des stades de développement plus tardifs. Et d'autre part, il s'agit bien pour lui d'affirmer, d'ailleurs plutôt que d'observer, la part active prise par l'enfant à ce qu'il ressent comme son initiative. Deuxièmement, et de manière plus radicale, cette part active prise par l'enfant à sa naissance n'est plus révélée au contact et en présence de l'adulte, dans un contexte relationnel, affectif, interactif, mais elle relève d'une initiative, donc initiative individuelle de l'enfant. Surtout, cette part active, cette part d'acte apparaît à la faveur d'un changement de point de vue qui est non plus du point de vue de l'observateur, mais de celui de l'enfant lui-même, à la place duquel il s'agit de se reporter pour assister à la naissance en train de se faire, selon un mouvement et un geste qui est à l'origine de toute la philosophie de Bergson et qui renvoie à l'autre versant de l'intuition, celui qui désigne la coïncidence avec la chose à connaître, sur le modèle de la saisie de la durée, plutôt que de son analyse extérieure. Il reste que cette sympathie avec l'enfant n'est pas arbitraire, ce que dit Winnicott ici n'est pas arbitraire, ce n'est pas une pure construction, une pure projection théorique, elle relève de ce que l'on pourrait appeler justement l'empirisme de Winnicott, exactement dans le prolongement de celui de Bergson, et plus particulièrement son empirisme humain, appliqué à la relation humaine et aux êtres humains. C'est une expression que j'emprunte à un autre psychanalyste à propos de Winnicott, justement. Cette attention extrême à l'enfant vivant, concret, réel, présent en chair et en os, est justement une spécificité de Winnicott qui, comme Bergson, en appelle à une précision et dénonce pour son compte également des concepts mal taillés issus de croyances ou de préjugés et d'un manque d'observation. Car c'est l'observation qui permet d'accéder au point de vue du bébé. Il est fondamental pour Winnicott que l'enfant construit, dans la théorie, soit fondé sur l'enfant observé, dans la réalité clinique, contrairement à ce qui se passe notamment dans la psychanalyse freudienne. Il est très important à cet égard de rappeler la trajectoire de Winnicott qui va, c'est le titre de l'un de ses livres majeurs, de la pédiatrie à la psychanalyse. Ma thèse fondamentale appuyée sur la lecture de Winnicott est donc que l'enfant est actif à tous les stades de son développement. Cette activité s'exprime corporellement à travers le mouvement non pas réflexe ou réactionnel, défensif, mais le mouvement spontané, effectué ou accompli par l'enfant. J'insiste, pour la penser de manière rigoureuse, il faut reconnecter la naissance aux forces ou aux puissances du corps sensorimoteur de l'enfant. Au contraire, en détachant la naissance du développement sensorimoteur, on la coupe de sa dynamique fondamentale et de son mouvement réel. Ainsi, la naissance n'est-elle pas de l'ordre d'un instant, mais d'une durée, justement, d'une durée. Elle s'étale temporellement en amont et en aval, avant et après l'instant de la sortie hors du ventre maternel, auquel nous avons coutume de la réduire pour en faire le prototype de l'événement, de la coupure, de la rupture, selon un concept mal taillé, donc mal ajusté à la réalité et qui coupe la naissance de ses conditions effectives.
Pour rendre compte de ce mouvement réel de la naissance, je propose un concept, ou plutôt une image, dans le prolongement de Bergson, mais sans avoir pensé à Bergson dans un premier temps, je vais y revenir, l'image de l'élan, d'un élan natal. Un concept ou image qui a surgi à la faveur d'un dialogue, justement, entre Bergson et Winnicott. Il m'est important de signaler, que je le disais à l'instant, que cette expression d'élan natal s'est imposée tardivement à moi, et de manière tout à fait inattendue. Je ne l'ai pas cherché d'emblée, ni projeté, je l'ai rencontré après plusieurs années de lecture. Il y a trois choses essentielles dans cette image. Dans l'image de l'élan, on retrouve cette dimension motrice et corporelle, centrale selon moi dans la naissance, mais cette image implique également et bien entendu le mouvement, un mouvement déterminé, le mouvement vital, au sujet duquel Bergson déclare ceci, c'est dans un entretien de 1936, hein, cette page 966 des Écrits philosophiques, hein. En tout mouvement vital, il y a toujours un pouvoir de continuer ce mouvement au-delà de l'état actuel. Enfin, et dans le prolongement du point précédent, on l'entend de manière en quelque sorte subliminale, derrière cet élan natal, il y a du vital. Or, il n'y a pas là du tout dans cette rencontre du natal et du vital une association arbitraire, mais une relation précise qui apparaît nettement dans une page très importante pour moi d'un article de Winnicott consacré à l'agressivité et ses rapports avec le développement affectif, pour rendre compte des mouvements dont l'enfant, ou le fœtus plus précisément, est capable avant la naissance et à la naissance également. Donc cette page se trouve dans De la pédiatrie et la psychanalyse, page 166, où Winnicott, j'ai encore quelques minutes, hein, moi j'ai 27 minutes sur mon chronomètre. Winnicott propose donc dans cette page donc de la pédiatrie et la psychanalyse, page 166, Winnicott propose de revenir aux tendances du fœtus et à ce qui déclenche le mouvement plutôt que l'immobilité, expression très frappante, à ce qui déclenche le mouvement plutôt que l'immobilité, à savoir la qualité vivante des tissus et la première preuve d'érotisme musculaire. C'est une formule difficile, mais je passe. Et Winnicott, surtout, de conclure qu'il a besoin ici d'un terme pour nommer cette ressource mobilisée par le fœtus pour sortir du ventre maternel, en proposant le terme de force de vie, life force, hein, en anglais life force. Cette force vitale, justement, qui précède donc le moment de la sortie utérine, justifie pleinement qu'on parle ici d'un élan. À l'autre extrémité de la trajectoire de cet élan, du côté cette fois-ci non pas de sa ressource, mais du côté du mouvement qu'il engendre, se trouve cette dimension de l'avant, le mouvement vers l'avant, ce mouvement en avant, qu'il faut entendre très littéralement comme la propulsion du corps dans son ensemble au moment de la naissance, hein, selon une définition très concrète de la naissance que Winnicott donne dans La nature humaine et qui est aller la tête la première vers une position inconnue et neuve. Ce qui me paraît remarquable, et ce sera alors mon premier point de conclusion en ce qui me concerne, et le deuxième, ce sera sur le dialogue entre Winnicott et Bergson. Le premier point qui m'apparaît extrêmement remarquable du point de vue de ma recherche d'un concept précis, d'un concept, une catégorie vivante, si je veux dire, de la naissance, c'est que cette catégorie de l'avant, se projeter en avant, se propulser vers l'avant, ce mouvement vers l'avant, justement, que décrit bien la notion d'élan, est complètement remodelée ou redéfinie au contact de l'observation empirique. Ce que je veux dire, c'est que cette catégorie de l'avant, elle est traditionnellement rattachée au concept de la naissance, mais comme une catégorie temporelle. La naissance, c'est pour chacun et pour chacune ce qui a toujours déjà eu lieu, ce qui est donc toujours pour nous avant, en arrière de nous, hein, dans un moment archaïque ou une origine. Or, voici que, au contact de l'expérience, l'avant change de sens et de signe. L'avant ne désigne plus l'antériorité dans le temps, mais la position dans l'espace. Conclusion, justement, je conclurai brièvement cette intervention sur un modèle musical. On sait que Bergson et Winnicott sont tous les deux amateurs de musique. Contrairement à ce que pourrait laisser entendre ce concept ou cette image d'élan natal, hein, qui marque en quelque sorte la rencontre et le dialogue théorique entre les deux penseurs, il n'y a pas entre eux unisson. L'unisson en musique, hein, c'est l'alignement de fréquences, hein, la même fréquence. Mais il y a plutôt, comme dans le dialogue musical, justement, parce que le dialogue, c'est une notion musicale, il y a une alternance entre deux voix singulières, c'est-à-dire distinctes, chacune originale. Si ce sont bien là deux penseurs de la vie et de la création comme expression de la vie, d'ailleurs, je ne peux pas en dire plus, mais ils ne pensent pas la vie de la même manière, mais avec du côté de Winnicott une polarité irréductible entre création et destruction qui le distinguerait de Bergson, puisque chez Winnicott, le négatif possède une pleine réalité. C'est notamment un point important dans la lecture que Frédéric Worms fait de Bergson lui-même à travers Winnicott. Il reste que, sur la question qui m'occupe, celle de la naissance, hein, la méthode et les exigences que l'on trouve, la méthode et les exigences de l'un trouvent chez l'autre une clinique qui fournit un relais inestimable pour mener à bien un projet qui n'est ni celui de Bergson, ni celui de Winnicott, mais le mien, à savoir celui d'une philosophie précise de la naissance. Je vous remercie. Merci beaucoup Arnaud. C'était hyper riche. Désolé, hein, j'ai été un peu vite. Un peu, mais c'était clair, on a suivi, je crois.
Euh, on a, on va dire, 10 minutes pour les questions pour pas trop déborder. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Oui, pardon, je vous ai peut-être assommé là. Joël, je te laisse la parole. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui? Ok, merci Arnaud pour ta présentation, effectivement très, très riche et très intéressante, et très originale aussi. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'idées originales. Moi, j'ai juste rapidement deux questions. Tu as il y a un premier point où tu développes l'idée que le nouveau-né est actif et tu parles même de volonté. Et tu as évoqué la question du réflexe. Juste, je suis une question peut-être difficile et je n'ai pas la réponse du tout, hein. Mais est-ce qu'on peut vraiment distinguer la notion d'action volontaire et d'action réflexe chez le nouveau-né? Enfin, est-ce que c'est au niveau des concepts, d'une part, et puis même au niveau même de comment on tranche, en fait, hein. Donc, première question. Et puis, deuxième question, ce qui me semble vraiment le plus original, c'est ce que tu dis sur la naissance. Et donc, si j'ai bien compris, hein, peut-être je simplifie, mais que c'est au fond l'enfant. Enfin, si on va jusqu'au bout de ton idée, peut-être que Oui, j'extrémise, c'est l'enfant qui, en quelque sorte, décide de sortir. Ça d'arriver au monde. oui, non, non, je vais répondre. Et donc, ma question, c'est simplement, alors moi, je ne connais pas du tout ce domaine, mais est-ce que ça se heurte à une autre thèse en face? Parce que tu évoques ça comme quelque chose d'original, et je pense que c'est original, mais est-ce qu'en face, il y a une autre thèse qui dit que c'est un mécanisme, ou est-ce qu'en face, il n'y a rien? Est-ce que c'est un mystère? Est-ce qu'en face, il y a une autre thèse qui dit que l'enfant sort parce qu'il y a un mécanisme qui dépend essentiellement du corps de la mère ou de je ne sais quoi, etc. Ou est-ce qu'en face, il y a pas de réponse? La médecine dit bah, les enfants, on dit 9 mois et puis ça sort quand ça sort, quoi. Est-ce que c'est une thèse par rapport à une autre thèse en face? Ou est-ce que c'est une thèse face à rien en face, en fait? Est-ce que tu t'opposes à une thèse, si tu veux, où on dit que c'est un mécanisme, je sais pas, hormonal, etc., qui fait sortir l'enfant et donc que c'est pas volontaire du coup, en fait. Alors, merci beaucoup pour répondre. Alors, dans l'ordre peut-être sur les mouvements volontaires. La question des mouvements, elle est c'est extrêmement, extrêmement complexe, extrêmement difficile. Les familles de mouvements, c'est pour ça que je suis allé très vite et j'ai eu le sentiment vraiment de ne pas dire grand-chose finalement par rapport à l'arrière-plan en fait, hein, qui est assez considérable. Oui, oui, donc bien sûr qu'on peut distinguer entre des mouvements, alors des mouvements volontaires. Disons qu'il y a il y a toute une observation très fine des mouvements, notamment des mouvements intra-utérins. Et donc dans l'utérus, il y a déjà ce qu'on appelle alors c'est le terme, un pré-reaching. C'est ce que les cliniciens décrivent comme étant une phase de pointage, en fait. C'est-à-dire que dans le ventre maternel, le fœtus est capable de mouvements qui sont extrêmement troublants et qui atteignent un objet cible, notamment. Alors, comment on en est sûr? Enfin, comment on en est sûr? Disons alors, il y a quelqu'un que j'avais invité à Lille, alors c'était en plein le Covid, alors du coup, ça avait été annulé, mais j'avais une discussion avec elle qui s'appelle Jacqueline Fagard et qui travaille vraiment sur ces questions-là et qui est directrice de recherche au CNRS. Et notamment, elle décrit bien le ralentissement d'un mouvement, par exemple, quand il atteint sa cible, hein, par exemple, parce que un mouvement réflexe, ce serait ça, quoi. Mais si la main, voilà, se dirige et ralentit à l'approche, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une atteinte qui est anticipée. C'est une question très, très complexe, hein. C'est une question très, très difficile, mais qui effectivement mérite d'être posée. En revanche, effectivement, donc il y a cette famille de mouvements qui sont des mouvements initiés par l'enfant, des mouvements spontanés. Alors là, je pourrais développer. Il y a un pédiatre qui s'appelle Albert Grenier et qui a inventé une méthode qui s'appelle la motricité libérée. Donc, il travaille avec des enfants. Là, alors, au départ, c'est prématuré. Il travaille avec des enfants prématurés et il a tout un protocole de manipulation justement pour les rééduquer parce qu'ils ont plein de problèmes moteurs, plein de troubles moteurs. Donc il a mis au point une méthode qui est une méthode alors de neutralisation de l'impotence de la nuque, c'est-à-dire il s'agit de soutenir la tête de l'enfant. Et une fois que la tête est neutralisée, et que les mouvements réflexes et que les mouvements parasites sont neutralisés, que la tête est maintenue, le regard est capable de s'orienter directement sur une cible et surtout, les membres sont capables d'aller vers. Et c'est
d'aller vers un objet, de saisir un objet. C'est sidérant, c'est vraiment à voir, c'est vraiment incroyable parce que son travail s'accompagne de vidéos, de films hein, qu'il a pris. Et donc, on voit des nouveau-nés enfin, qui ont quelques jours, quelques semaines et qui sont capables d'atteindre des objets. Donc c'est la continuité de ces mouvements-là que je décris comme volontaire. Il y a ici toute une discussion entre, voilà, entre spécialistes, entre cliniciens aussi. Et donc je conçois qu'il ne faut pas mettre derrière volonté, il ne faut pas mettre quelque chose qui serait de l'ordre d'une représentation, quelque chose de l'ordre d'une intention, quelque chose de l'ordre d'un projet. Mais néanmoins, il y a une motricité ici qui est sui generis, enfin, c'est une motricité qui se distingue nettement de tous les mouvements qui sont des mouvements contraires de décharge, quand l'enfant, par exemple, voilà, ou des mouvements réactionnels, ou des mouvements de défense, en fait. Hein. Donc il y a quelque chose ici qui est vraiment, c'est une catégorie de mouvements qui sont distincts. D'une part, voilà, ça c'est le premier point. Pour le deuxième point, l'enfant décide de sortir. Alors, il décide de sortir. Il y a une maman qui disait récemment, j'avais entendu ça, l'enfant, quand il est dans le ventre, il pèse pendant 9 mois et un jour il pousse. J'ai trouvé ça frappant comme formule. C'est très étonnant. En fait, ce que dit Winnicott, j'ai pas pu entrer dans le détail parce que ce serait très long, c'est que parce qu'il est contre, il s'oppose au traumatisme de la naissance. Le traumatisme de la naissance, c'est vraiment le modèle qui consisterait à dire voilà, que l'enfant. Il y a une continuité pour lui. Quand tout se passe bien, il y a une continuité. Il y a pas ce qu'il appelle d'empiètement, en fait. C'est-à-dire l'enfant ne vit pas une expérience qui est réactionnelle à un empiètement de l'environnement, mais il vit quelque chose qui est dans une continuité. Or, justement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une synchronisation entre l'arrivée à maturité notamment des organes respiratoires, enfin une arrivée globale à maturité, et les mouvements de l'utérus, des mouvements de contraction qui vont générer l'engagement. Cette synchronisation, elle fait que l'enfant, il y a quelque chose se passe et qui fait que l'enfant, en se synchronisant sur ces mouvements, a un sentiment d'activité. Winnicott dit que voilà, c'est ce qui se passe. Et cette qualité de la naissance qui est fondamentale, justement, il est dit souvent quand tout se passe bien, quand les choses ne se passent pas aussi bien, c'est-à-dire quand il y a un retard, ou quand il y a prématurité, quand les choses se passent avant ou après, on rate quelque chose de la qualité de ce moment natal qui est justement vécu par l'enfant comme son initiative. Donc c'est plutôt de l'ordre d'une synchronisation entre l'état de maturité ou l'arrivée à maturité de l'enfant dans sa maturité globale et les contractions utérines qui vont générer un processus qui, lorsqu'il se passe bien, donne à l'enfant le sentiment qu'il est actif dans ce moment-là. C'est plutôt ça. Merci. Juste la question clé pour moi, du coup, devient est-ce qu'il y a un. Alors, la thèse, il me semble que tu dois discuter, c'est oui, qu'est-ce oui. qui déclenche les contractions utérines, en fait? Est-ce que ça vient de la mère, ou j'en sais rien, ou est-ce que c'est encore lié à l'activité de l'enfant, en fait? C'est-à-dire, C'est encore lié à l'activité de est-ce l'enfant. que les deux ces deux comment dire, processus indépendants, c'est ça ou est-ce que est-ce que c'est l'enfant qui déclenche les contractions? Si l'accouchement a besoin des contractions, donc on pourrait dire que c'est la mère qui déclenche l'accouchement. Mais la question, c'est est-ce que les contractions elles-mêmes ne dépendent pas de quelque chose, de mouvements de l'enfant, etc. Voilà. Est-ce qu'on peut vraiment distinguer? Il y a quelque chose, alors là dans le détail, parce qu'après il y a des questions et des choses très pointues en mécanique obstétricale notamment, hein, sur l'engagement, dans la description. Alors, je sais que ce n'est pas des questions, justement, moi, quand je viens dans ces lectures, je viens avec un arrière-plan un peu métaphysique, c'est-à-dire j'essaie de comprendre ce que je peux en retirer, mais bon, du reste, comme fait Bergson, hein, mais je sais que les questions sont jamais tranchées en ces termes. Chez Winnicott, c'est déjà plus intéressant parce qu'il y a une prise de position, justement, sur la naissance. En revanche, je verrai les choses comme ça, provisoirement, mais vraiment, ça supposerait vraiment beaucoup plus de temps, mais comme une sorte de cercle vertueux qui est enclenché par des signaux qui sont déclenchés de part et d'autre de l'environnement utérin et du corps de l'enfant. Quelque chose s'articule à ce moment-là, sans que peut-être on soit capable de démêler, enfin comment dire, d'isoler ou L'origine, oui, quelque l'origine. chose voilà, qui serait une causalité, une origine ou une. Non, voilà. Ouais, merci. Mais c'est. Merci beaucoup. Désolée, comme il ne reste pas énormément de temps, c'est une dernière question. De quel contact parlez-vous? Luce ou Élysion? Ouais. S'il y a encore une dernière question, on peut éventuellement.
Il y a Aurélien. Moi, j'en aurais une, Arnaud, mais je te la poserai par mail. Non, mais enfin, je pense qu'on peut. Enfin, je sais pas si on a le temps, mais moi, ça va être très rapide. Déjà, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé la notion d'élan natal. Donc, si j'ai bien compris, ton idée, c'est de faire de la naissance non pas un événement, donc un marqueur de discontinuité, mais un marqueur de continuité, mais après ce qu'on appelle la naissance, c'est-à-dire après la sortie, et également avant. Donc, en fait, c'est rétablir le continuum. Première question. Et deuxième question, sur la notion d'élan, même l'élan en général et l'élan natal en particulier, tu dis bien que c'est aller de l'avant, mais en général, on doit aussi prendre son élan. Et prendre son élan, c'est toujours revenir en arrière pour mieux aller, enfin reculer pour mieux sauter. Alors, deuxième question, est-ce qu'il y a des mécanismes euh, qui, au moment de la naissance, s'apparentent à cette prise d'élan, voilà, où on recule pour mieux sauter, ou c'est juste totalement vers l'avant? Voilà, deux petites questions et j'espère que Mathilde pourra aussi poser la sienne. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, la première question, est-ce que c'est vraiment une question? Il y a une continuité? C'est ça? J'ai pas du tout autant réfléchi que toi à cela, mais je voulais savoir si c'était ton idée forte, Oui, oui, effectivement, qu'il oui. y a une continuité avant, pendant et après. Et alors, après, c'est que d'où le Alors, problème de tracer la limite de ce phénomène qui est temporel. oui, alors, la question importante là, c'est que devient la notion de naissance quand on efface la continuité, la discontinuité justement, et dans quelle mesure il y a continuité. Alors c'est bergsonien en ce sens que, mais sans l'avoir voulu, bon, bien entendu, sans l'avoir voulu, bien sûr, on vient toujours de ces lectures, hein, mais il y a discontinuité dans la continuité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, les différents moments ou les différentes étapes ne sont pas les mêmes et il ne se passe pas la même chose dans le ventre au moment de la sortie et après, effectivement, il y a une continuité. Euh, en fait, ça s'articule à la deuxième question, en fait. Parce que du coup, si on pense les choses en termes d'élan, bien entendu, que l'on va forcément articuler les trois moments, c'est-à-dire avant, pendant et après. Donc, parce que l'élan, comme dit Bergson, le mouvement vital, c'est un mouvement qui a toujours de quoi en lui aller au-delà du point actuel. Donc, ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas une, il y a pas une, il y a, pas- le- il y a- les choses ne s'arrêtent pas pile au moment où l'enfant sort du ventre maternel, mais comment dire, le mouvement continue. En fait, ce qu'on appelle la venue au monde hein, en phénoménologie, justement, moi j'essaye de montrer que cette venue au monde, elle a à voir avec la verticalisation. C'est-à-dire moi je prolonge la naissance bien au-delà jusqu'à la marche, en fait. Hein. C'est-à-dire il y a quelque chose qui se joue justement dans le fait de se verticaliser, en fait. Et cette verticalisation, elle commence déjà, c'est compliqué d'entrer dans les détails, mais elle commence déjà sur le plan psychique, en fait. Hein. Et on est verticalisé psychiquement à travers le regard maternel, notamment, avant de pouvoir l'être, je dirais, de manière motrice en marchant. Mais voilà, il y a cette continuité. L'élan, bien entendu, oui, il s'appuie sur... euh, c'est une continuité. Donc je disais, je citais la page de Winnicott dans laquelle il montrait que il y a dans les tissus musculaires quelque chose qui est de l'ordre d'une force vitale qui rend possible ensuite la naissance. En fait, ce que l'enfant fait aussi, en quelque sorte, on pourrait voir tous les mouvements qu'il accomplit comme des mouvements qu'il répète, presque comme un sportif aussi, pour se préparer pour la naissance. Donc ce moment préparatoire, il est déjà présent. Enfin, la naissance est déjà présente, je dirais corporellement, musculairement, dans les tissus. Elle est déjà en train de se jouer. En termes de préparation, il y a beaucoup de choses qui dépendent de cette arrivée à maturité, justement, sur le plan moteur de l'enfant dans le ventre maternel qui se prépare à ce grand moment. Et à un moment donné, voilà, les choses se déclenchent. Donc voilà, oui, je dirais qu'effectivement, c'est ça ce que j'appelle l'élan. Justement, précisément, à mon avis, c'est là que la notion d'élan, elle trouve peut-être une justification et une articulation empirique. Euh, c'est dans, il y a toute une réflexion, je mène toute une réflexion sur ouais, quand commence la notion de posture en fait. Hein, prendre une posture, se mettre en position, c'est déjà agir, c'est déjà se mettre en état d'agir. Il y a des pages de Merleau-Ponty là-dessus hein, sur la difficulté qu'il y a à distinguer la passivité et l'activité dans la préparation à agir, dans la posture. Quand je me mets dans une certaine position, je dirais que l'enfant justement en tant qu'il se met en forme de manière posturale dans l'utérus, il est déjà engagé dans le processus de la naissance. Hein, il s'y engage déjà. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui, à mon sens, donne à la naissance un étalement temporel et donc une durée. Aussi, et oui, bien sûr, il s'appuie,
il s'appuie, hein, bien sûr, l'enfant, c'est ça ce que j'appelle l'élan, hein, sur cette force vitale qui est en arrière en fait, hein, mais qui conditionne aussi la propulsion vers l'avant. La propulsion vers l'avant. Je ne sais pas si j'ai répondu en partie. Merci beaucoup Arnaud, merci Aurélien pour ta question qui n'est pas assez éloignée de la mienne, donc voilà, j'ai pas trop de regrets D'accord. de ne pas avoir posé la mienne.